TVT au cœur de l'information. Corps et âme, Marie a été élevée au ciel. Elle est dans la gloire de Dieu selon la doctrine chrétienne catholique. L'Assomption est célébrée ce jour 15 août à travers le monde. Nous suivrons une messe dite ce matin dans la cathédrale de Lomé dans un instant. Ils réalisent le projet de leur vie et se prendre en charge. Plusieurs jeunes ont reçu des kits pour s'installer à leur propre compte et des jeunes porteurs de projets ont reçu des chèques de la part du gouvernement. À suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, 15 août, c'est l'Assomption de la Vierge Marie selon la foi chrétienne catholique. Elle est entrée directement dans la gloire de Dieu. Au Togo, cette fête est marquée par la célébration de la messe d'Assomption. Rendons-nous à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé pour vivre les temps forts de cette messe avec Sonia Amenito. Un cantique pour magnifier celle par qui le Sauveur du monde est né. C'est la solennité de l'Assomption ou l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Ici à la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé, l'on se souvient de la mission de médiation de celle qu'on appelle la mère de l'Église. Pour nous chrétiens, surtout catholiques, cette fête représente beaucoup. Car la Vierge Marie est la médiatrice auprès de son Fils Jésus-Christ et en même temps elle est notre mère. C'est une grande fête qui fait notre joie aujourd'hui. Et surtout, nous que prions la Vierge Marie tout le temps pour qu'elle intercède pour nous. Pour ce couple, dans une attitude pleine de dévotion, le 15 août, dédié à la Vierge Marie, revêt un caractère particulier dans leur vie de chrétien. Nous sommes venus à la messe pour le respect que nous avons à la Vierge Marie. C'est grâce à la Vierge Marie que nous nous sommes unis d'une manière vraiment spéciale. C'est une double fête pour nous, moi et mon épouse, parce que nous nous sommes mariés un 15 août. Donc pour nous, nous sommes dans la fête pour venir adorer Dieu et donner ce respect à la Vierge Marie. Célébrer Marie, accueillie au ciel, corps et âme, c'est le signe qu'il y a une espérance pour le chrétien catholique après cette vie. Marie n'a pas connu la putréfaction du tombeau. C'est une grâce que Dieu a accordée à une créature humaine. Et c'est pourquoi je disais à mes paroissiens que Marie, c'est notre gloire, c'est notre honneur. Dieu a voulu avoir besoin des hommes pour sa mission rédemptrice. Et Dieu est passé par la Vierge Marie. Le fait que Marie soit entrée dans la gloire de Dieu préfigure pour nous aussi notre gloire. Un jour, après les vicissitudes de cette vie, nous mourrons. Mais notre vie ne sera pas détruite, elle sera transformée. Nous aussi, nous serons accueillis au ciel un jour. Après la messe, certains fidèles se sont retrouvés au pied de la grotte pour vénérer la Vierge Marie. Une manière de lui exprimer leur attachement et lui rendre hommage. Quel avenir voulons-nous créer à l'horizon 2045? La question était au centre d'une conférence débat à Lomé. Les acteurs sont essentiellement de jeunes réfugiés au Togo. Jeudi dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a voulu cette conférence libre et ouverte pour recueillir des approches de solutions des jeunes face aux problèmes mondiaux de l'heure que sont les crises migratoires. Chris Agbedinou, Ramdan Bassina
Reportage. Guerre, inégalité sociale, famine, catastrophes naturelles, maladies et crises migratoires, le monde n'a pas fini d'en connaître. Face à tous ces problèmes mondiaux, il urge de trouver des solutions idoines afin de façonner l'avenir. L'ONU pense à une mobilisation des voix, y compris celle des jeunes réfugiés, dans un dialogue pour identifier et mener des actions collectives d'ici à 2045. Un débat initié par le secrétaire général des Nations Unies et qui s'inscrit dans le contexte de la célébration des 75 ans de l'organisation. La mobilité humaine a toujours été un phénomène social. Les gens ont toujours senti le besoin d'aller voir ailleurs, soit de façon libre, choisie, soit sous contrainte. Vous voyez par exemple le stock de migrants qui va vers surtout les pays occidentaux. Autre facteur également, c'est la montée des extrémismes. Vous voyez, il y a une insécurité, n'est-ce pas, qui s'est installée dans ces zones, qui fait que les gens n'ont d'autre salut que de se déplacer. Je pense qu'il y a lieu de faire, il faut agir sur les facteurs. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Togo organise ce débat pour mener des réflexions sur un monde meilleur. Un monde où chacun est un acteur de paix et de vivre ensemble. Au HCR, nous avons jugé bon que cette catégorie de personnes ne peut pas être en marge de ce débat. C'est pour ça que nous avons réuni ces jeunes réfugiés avec d'autres Togolais et 4 spécialistes pour débattre et voir comment nous pouvons améliorer ou bien quelle est la vision pour dans les 25 ans à venir d'ici l'horizon 2045. 4 sous-thèmes seront débattus dans cette conférence débat. Il s'agit de la pauvreté, de la crise migratoire, des questions liées à la guerre, aux violences et les questions liées aux inégalités sociales. Le Togo accueille sur son sol des réfugiés et tout est mis en œuvre afin que ces derniers se sentent en sécurité et qu'ils soient à même d'œuvrer pour le développement de leur terre natale et de leur pays d'accueil. De la crise migratoire, parlons à présent de la crise de la migration environnementale. Le phénomène est dû aux effets du changement climatique par l'action des hommes. Certains deviennent de facto des migrants environnementaux ou des réfugiés climatiques, souvent abandonnés à eux-mêmes. Comment prendre en compte ces personnes dans les enjeux des crises migratoires? Chris Agbedi, Sonia Menipo, reportage. 140 millions, c'est le nombre de personnes qui pourraient migrer dans le monde d'ici à 2050 à cause de l'aggravation des effets du changement climatique, selon une nouvelle étude de la Banque mondiale. Forcés de quitter en effet leur foyer pour des raisons de sécheresse, des tempêtes tropicales, les pluies diluviennes et les températures extrêmes, les migrants environnementaux se déplacent à l'intérieur de leur propre pays ou à l'extérieur. Le défi face à ce nouveau phénomène qui résulte de l'action humaine sur l'environnement est sa prise en compte dans les enjeux des crises migratoires pour des approches de solutions. Les données nous montrent que les réfugiés des décennies à venir seront des réfugiés climatiques. Alors aujourd'hui, vous le voyez mieux que moi avec les crises environnementales qui se posent, la montée des eaux, les inondations, vous voyez la sécheresse qui est galopante à nos portes. Avec tout ça, ce sont nos moyens de subsistance qui sont en train de prendre un coup. Et donc, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un qui est dans une zone où sévit la sécheresse d'y rester. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas aujourd'hui, c'est justement de renforcer, comme on le dit, la résilience de ces populations. Vous voyez, d'arriver à construire des sociétés résilientes qui arrivent à s'adapter, n'est-ce pas, justement, à ces contextes-là. Aider les réfugiés climatiques à avoir un statut et revendiquer une protection internationale pour ceux qui traversent les frontières, c'est l'autre lutte que mènent de nombreux environnementalistes. Il s'agit en réalité de combler le vide juridique qui perdure à ce sujet. Nous avons une seule convention qui existe, c'est la Convention de Genève de 1951 qui traite justement des réfugiés politiques, qui, dans sa définition du réfugié, n'intègre pas les motifs environnementaux de protection. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas revendiquer des motifs de persécution
pour justement bénéficier du statut des réfugiés international. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle Carige Environnement mène également un plaidoyer pour qu'il puisse être adopté un instrument juridiquement contraignant en faveur de ces personnes pour leur permettre de vivre dignement, etc. Même si au Togo, on peut se féliciter du rôle que joue l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, à travers ses missions et actions en matière de prévention et de gestion des catastrophes, il s'avère important, comme le pensent certains climatologues, que les parties prenantes anticipent les conséquences du changement climatique avant qu'elles ne s'aggravent. La Banque mondiale estime que le nombre des migrants climatiques internes, par exemple, pourrait être réduit à 80% si la communauté internationale intensifie ses efforts de réduction des gaz à effet de serre et que les pays se dotent de plans de développement solides. Promotion de la jeunesse et valorisation de l'entrepreneuriat au Togo, 12 associations de jeunes ont reçu des chèques d'une valeur totale de 6 millions de francs CFA. Des jeunes porteurs de projets pourront bientôt mettre en exécution leurs idées. Et dans le même sillage, le ministère en charge de la jeunesse a remis des kits d'outillage aux jeunes en fin de formation qui deviendront leurs propres patrons. Ferdinand Awanya, Robert Potogbe et Sandra Aziagbish. Sur les 65 associations de jeunes qui ont candidaté pour la dynamisation des associations de jeunes au Togo, seules 12 ont présenté de meilleurs projets selon le jury. Parmi elles, l'association Organisation des jeunes engagés pour le développement durable d'Ago. Elle a été suivie dans la catégorie féminine par l'association Environnement, Santé et Développement ESAD de la COSA. Elles ont été distinguées par leurs projets et bénéficient respectivement de chèques de 500 000 francs et 490 000 francs CFA. Vu l'appel lancé par le ministère de la Jeunesse à l'endroit des associations, on a tout de suite essayé de postuler et la chance nous a souri. On a été retenus. On a pensé que renforcer les capacités de ces jeunes-là pourrait bien évidemment leur permettre de s'autonomiser et éventuellement faire en sorte qu'ils puissent être de vrais acteurs pouvant contribuer au développement de notre cher pays. C'est un appui de 500 000 francs CFA pour nous permettre de mener ce projet à bon port et avoir les résultats escomptés. Dans cet appel à projet, nous avons soumissionné pour l'environnement, pour mener des actions de salubrité, de nettoyage public afin de sensibiliser les riverains, nos communautés pour entretenir notre environnement. Les 12 associations lauréates partagent une enveloppe de 6 millions de francs CFA. Dans la dynamique d'accompagner les jeunes artisans diplômés, le ministère du Développement à la base leur a offert gratuitement des kits d'insertion professionnelle. D'une valeur de 9 500 000 francs CFA, cet appui permettra à ces apprentis en fin de formation de pouvoir s'installer. Je suis couturière, je viens de finir mon apprentissage et je viens de recevoir mes cadeaux. Je suis fière d'ouvrir mon atelier et aider mes parents à faire mes besoins. Je suis Akpel Govier, c'est la mécanique auto que j'ai fait. Je remercie le chef de l'État pour l'aide que nous a apportée, que nous aussi on peut ouvrir notre atelier pour satisfaire notre famille. C'est un projet du gouvernement qui a reçu le soutien de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, pour l'éclosion des mouvements associatifs et le civisme au Togo. Ce projet donc fait partie de notre point de vue de ces initiatives qui sont de nature à autonomiser les jeunes, à leur permettre d'avoir une certaine indépendance économique et à se prendre en compte. C'est à ce titre-là que depuis plus de 6 ans, et en tant qu'agent des Nations Unies, nous sommes effectivement aux côtés du gouvernement togolais pour l'accompagner dans son effort pour l'épanouissement de la jeunesse togolaise. Ces activités-là donnent l'opportunité au ministère d'accompagner l'engagement des jeunes au sein de leurs associations et aussi d'accompagner l'engagement des jeunes à travers leur insertion pour l'exercice de métier, ce qui participe à la création de richesses, ce qui participe à la réduction de la pauvreté et du chômage de ces jeunes-là. Le directeur de cabinet représentant le ministère du Développement à la base a salué la qualité du partenariat et de ses appuis multiformes qu'apporte UNFPA au Togo. Il invite les jeunes à faire preuve de responsabilité dans la mise en œuvre de leurs projets.
Commerce et d'industrie du Togo, CCIT, se prépare à renouveler son bureau. Les élections consulaires sont prévues pour cette année 2020. Les conditions de participation à cette élection sont présentées aux professionnels des médias hier pour large diffusion. Yata Aratem. L'instance dirigeante de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, en fin de mandat. Les élections profilent à l'horizon. Selon les textes en vigueur, la compagnie consulaire est dirigée par un bureau de 7 membres. Ce bureau, élu pour un mandat de 4 ans renouvelable, est issu d'une assemblée consulaire de 70 membres, élu également pour un mandat de 4 ans renouvelable. La qualité de ressortissant s'acquiert par une demande individuelle. Pour avoir la carte de membre, il faut que l'on présente la carte de formalité des entreprises, la carte CFE. Et en deuxième position, il faut que l'on ait une carte d'identité nationale valable. Et en troisième position, il faut que l'on puisse donc demander cette carte à travers une lettre adressée au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. En septembre 2019, de nouvelles cartes de ressortissants ont été délivrées à environ 300 opérateurs économiques qui en ont fait la demande. Le président de la CCIT rappelle l'obligation pour tous les opérateurs économiques de se conformer à la loi. Aucune suite ne sera donnée à des demandes groupées. La demande pour avoir la carte CCIT est individuelle, elle n'est pas associative. Toute demande de carte de membre ou encore appelée carte de ressortissant doit suivre les critères requis par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, à savoir que le demandeur lui-même fasse la formalité ou soit titulaire d'une procuration. C'est très important. Donc nous voulons dire que tous les opérateurs économiques sont capables, sont en mesure d'obtenir la carte de membre. Environ 12 000 ressortissants composent la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, un établissement public de par son statut, une interface entre le monde des affaires et les pouvoirs publics. Elle a, entre autres missions, d'appuyer le secteur privé togolais et d'aider les opérateurs économiques à croire en leurs projets. Merci, monsieur le président. Comment se déroule la campagne agricole 2020-2021 malgré la pandémie au Covid-19? Le ministre Koutera Bataka en charge de l'agriculture veut s'imprégner de la réalité sur le terrain. Il a rencontré les producteurs de la région des plateaux. À ces derniers, il a mis l'accent sur les opportunités nouvelles mises en place par le gouvernement pour les accompagner à améliorer le rendement. Sylvain Abdou. Des agrégateurs et des producteurs à la découverte du programme Yolim, lancé il y a quelques semaines au profit du monde paysan. Le sujet a fait objet d'explications ici à Toung dans le Moyen Mono, explications apportées par le ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique afin de permettre à chaque acteur d'intégrer ce programme novateur initié par le gouvernement pour les accompagner dans l'amélioration de la production. 2 points essentiels ont retenu notre attention. C'est l'explication du programme du projet Yolim qui va booster notre agriculture au niveau local, voire au niveau national. Et donc, entre-temps, nous ne comprenons pas effectivement ce que c'est que Yolim, mais aujourd'hui, nous sommes aptes à expliquer à nos producteurs, à nos parents, cet outil que l'État a initié pour vraiment les accompagner. Aujourd'hui, l'État a mis en place les tracteurs, les intrants à travers ce programme. Donc, certainement que cette rencontre d'aujourd'hui va nous aider beaucoup. Plusieurs sujets ont été donc abordés, notamment les conditions météorologiques qui freinent aujourd'hui le développement des cultures et les méthodes à adopter en ce qui concerne le contrôle et la maîtrise de l'eau. Ce qui nécessite aujourd'hui des zones d'aménagement SAP, une idée évoquée par le ministre pour que les communautés puissent mettre à la disposition du gouvernement des parcelles à aménager pour les producteurs. De Toung, Cap sur Dany, plus précisément à Dany, à Tigba. Ici, il est demandé aux organisations paysannes de redynamiser certaines cultures comme la pomme de terre et aux jeunes d'avoir l'esprit entrepreneurial pour créer et bénéficier des opportunités de l'État. Nous avons encouragé les jeunes à saisir le potentiel qu'offre le secteur agricole pour développer
des affaires, développer des entreprises dans des modèles d'agribusiness. Avec l'accompagnement du MIFA, ils vont les faciliter pour avoir le crédit et les autres dispositifs de l'État les amènera à avoir des outils de développement de leurs entreprises. Et nous avons aussi sensibilisé les jeunes dans le nouveau état d'esprit qu'ils doivent avoir pour entreprendre, être endurants, être résilients. Et cette campagne se passant dans des conditions exceptionnelles liées à la pandémie, nous avons exhorté ces jeunes et tous les acteurs locaux à respecter les mesures barrières. Nous avons aussi transmis les messages essentiels liés à toute l'organisation que les collectivités, les élus doivent avoir pour créer et faire éclore dans les territoires ce vivier d'entreprises qui peut avoir avec les potentialités que le secteur agricole offre dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement qui vise le développement et la transformation des produits agricoles sur l'ensemble du territoire dans des bassins à fort taux de production et de productivité. La tournée est donc un moment d'évaluation pour examiner le niveau d'exécution des activités agricoles dans la perspective de mieux orienter le monde paysan sur de nouveaux mécanismes susceptibles d'améliorer la production agricole. Les femmes surveillantes des prisons sont appelées à plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ont été formées hier à Lomé sur des différentes thématiques relatives à la gestion des prisons et des personnes en conflit avec la loi. L'administration pénitentiaire veut renforcer et améliorer les conditions de détention et de travail dans l'environnement carcéral au Togo. Dodo Wari. Des femmes impliquées dans la gestion des milieux carcéraux. Leurs contacts avec les détenus se font de diverses manières et peuvent parfois entraîner des violations des droits humains. Elles saisissent cette opportunité avec les premiers responsables du département de la justice pour repenser la façon de garder les pensionnaires. Les femmes surveillantes de l'administration pénitentiaire ont créé une association qui est l'association des femmes surveillantes. Donc ce matin, elles nous ont réunis en ce lieu pour non seulement célébrer la journée africaine des droits de l'homme, mais aussi faire connaître leur association et profiter en même temps de l'occasion pour bénéficier de la formation des experts qui sont venus sur un certain nombre de thèmes qui vont les amener à parfaire ou bien à changer leur quotidien dans le cadre de la mission qui leur est confiée dans les prisons. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est leur responsabilité par rapport à cette garde? Quels sont les droits des détenus qu'ils vont respecter? Quels sont elles-mêmes leurs droits? 3 thèmes seront développés à l'endroit de ces surveillantes de prison. Les droits des femmes et la gestion des prisons, la santé maternelle et l'hygiène personnelle dans l'environnement de travail et les techniques de fouille et de détection des drogues et autres stupéfiants. La santé maternelle et la santé de reproduction, c'est ça qui fonde en réalité l'aspect spécifique de la femme. Donc il faut que les femmes qui sont chargées de surveiller ces détenus, ces femmes en détention, tiennent compte de cet aspect vulnérable, de ces aspects santé pour pouvoir bien faire leur travail. Ce n'est pas seulement lié aux détenus, mais aussi lié à ces femmes-là aussi qui travaillent dans l'environnement carcéral, parce qu'elles doivent d'abord se prendre en charge elles-mêmes, puisqu'elles sont appelées à faire beaucoup de temps au sein de la prison, loin de leur maison, loin de leur kit de toilette. Et donc, dans cet environnement, elles doivent apprendre à se gérer elles-mêmes, gérer leur santé, gérer leur quotidien. Et pourquoi pas faire aussi la conciliation entre vie professionnelle et vie de famille. En matière de fouille, surtout sur le personnel féminin, il faut que ça soit fait dans les règles de l'art pour ne pas violer l'intimité de ces femmes-là. Après l'étape de la maritime, la formation va s'étendre au corps de surveillance de l'administration pénitentiaire dans les autres régions du pays. Le centre hospitalier préfectoral de Mont vient d'être doté de matériel sanitaire. Le plateau technique est rénové. C'est un don du PNUD pour une amélioration de la santé maternelle en particulier. Désiré Aloy, précision.
Un matériel d'équipement, en première ligne un échographe à mettre à la disposition du centre hospitalier préfectoral de Mo. Le PNUD soutient le gouvernement togolais à ce niveau sanitaire pour élever le plateau technique de certaines formations de soins de santé. Le PNUD a voulu accompagner les femmes, surtout la femme rurale qui vit dans des milieux peu servis et difficilement accessibles, en les dotant d'un échographe qui est un appareil très important dans les diagnostics de pathologies gynécologiques et surtout le suivi de la grossesse. Et c'est aussi un appareil qui est un outil très important dans les prises de décision pour la prise en charge et certains traitements. On est venu accompagner les efforts déjà mis en place par la direction régionale de la santé et de la région centrale. Aussi, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, on est venu les remettre un lot important des équipements de prévention et de contrôle de l'infection pour qu'ils aident aussi nos femmes à être bien prises en charge dans un milieu en toute sécurité et avec un plateau technique légèrement élevé. Matériel qui vise à améliorer le diagnostic, la prise en charge de certaines pathologies gynéco-obstétricales pour réduire la mortalité maternelle. La santé maternelle est l'une des priorités du gouvernement, vu que depuis près de 10 ans déjà, beaucoup d'actions sont faites dans ce sens, entre autres ce que nous appelons la CARMA, la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle. Nous voulons dire un sincère merci au PNUD qui a pensé à nous dans le cadre de la célébration de la journée de la femme africaine, surtout rurale, pour nous aider donc à améliorer les soins que nous offrons à ces femmes-là dans la préfecture de Mo. Le district de Mo fait partie de ces districts-là qui, à l'intérieur du pays, ont connu tôt les premiers cas de coronavirus. Ce matériel va aussi nous aider donc à pouvoir nous protéger et être davantage au service de la population pour que la pandémie de la Covid-19 puisse cesser aussi bien dans le sud de Mo que sur tout l'étendue du territoire. Dans le contexte de Covid-19, il est urgent de renforcer la protection du personnel soignant et les populations. Le PNUD, dans son partenariat avec le Togo, contribue à l'atteinte de l'objectif 3 du développement durable qui vise l'amélioration de la santé maternelle. Et l'ANADEB continue d'assister les populations à la base à travers son projet filets sociaux et services de base. La communauté de Djabargou, dans la préfecture de Tandjouaré, a bénéficié de bâtiments scolaires et de nombreux d'autres ouvrages. Tchazina Baga. Inspection minutieuse de tous les ouvrages. Ici, 2 blocs latrines à 3 cabines chacun. Un peu plus loin, ce bâtiment scolaire de 3 classes entièrement équipé de mobilier assorti d'un bureau et d'un magasin. La délégation de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB procède au contrôle qualité avant la réception définitive des infrastructures. C'est en ce sens que notre équipe est composée de techniciens en la matière, venus bien sûr de l'ANADEB et des services sectoriels, notamment l'éducation et la planification. Ces techniciens vont donc procéder aux observations, relever les manquements, les insuffisances qui seront montées dans un PV en termes de réserve soumis à l'entrepreneur qui à son tour procédera à la correction de ces insuffisances afin qu'à la réception définitive, nous puissions avoir en face un ouvrage qui soit réalisé dans les règles de l'art, qui dure dans le temps pour le bien des communautés bénéficiaires. La communauté bénéficiaire est celle de Djabargou dans la préfecture de Tandjouaré. C'est un véritable soulagement face à la précarité des anciennes structures qui abritaient les élèves et surtout au drame qu'a connu l'établissement au cours de l'année scolaire. Coût des travaux, 21 millions de francs CFA. Dans le mois d'avril, un appartement était incendié avec tous les bancs. C'était une difficulté où nous-mêmes, c'était à peine qu'on arrivait à gérer. Avec le nouveau bâtiment que ANADEB nous a donné, nous sommes rassurés. Nous avons une joie qui inonde. Ce bâtiment nous met tellement en confiance et que ça garantit même la sécurité des apprenants. Nous profitons de cette occasion pour remercier le chef de l'État et son gouvernement. La population de Djabargou remercie l'ANADEB. Nous comptons
entretenir notre infrastructure. La communauté de Djabargou n'est pas la seule heureuse bénéficiaire du jour. Elle fait partie d'un ensemble de villages les plus pauvres identifiés dans la région des Savanes pour bénéficier d'ouvrages socio-économiques de proximité pour leur assurer un minimum vital. À ce jour, nous avons 9 infrastructures socio-économiques de base qui font objet de réception provisoire. Parlant de la région des Savanes, 57 infrastructures socio-économiques de base sont prévues dans 43 cantons les plus pauvres de notre région. Et je tiens à préciser qu'à ce jour, les 57 infrastructures socio-économiques de base sont en cours de réalisation. Il s'agit de 30 infrastructures classiques composées de 27 bâtiments scolaires, de 2 marchés, d'un centre communautaire. À ces infrastructures classiques s'ajoutent 27 forages. Sur le territoire national, ce sont 200 infrastructures socio-économiques de base qui sont en cours de réalisation dans 150 cantons les plus pauvres pour une enveloppe globale de 19,2 milliards de francs CFA cofinancée par la Banque mondiale et l'État togolais. Le projet Filets sociaux et services socio-économiques de base a été lancé le 6 février 2018 par le président de la République à Yaka, dans la préfecture de Doufelgou, et la mise en œuvre est confiée à l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Ce projet comporte 3 composantes, à savoir les infrastructures socio-économiques de base, les filets sociaux avec les transferts monétaires et les cantines scolaires, ainsi que le renforcement des capacités et la gestion du projet. Le 1er avril dernier, les frontières aériennes ont été réouvertes pour mettre le pays à l'abri de la propagation du Covid-19. Lié à cette réouverture, des dispositions pratiques sont prises. Désormais, un laboratoire est installé à l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma pour des tests PCR au départ, tout comme à l'arrivée. Constat avec Augustin Kossi. Il lui reste 72 heures pour son départ du Togo. À l'ancien aérogare, lieu aménagé pour la circonstance, Sandoa se soumet au test PCR du Covid-19. Passage obligé au départ et à l'arrivée de l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma de Lomé. C'est très bien, tout est parfait. Déjà à 8 heures, l'opération a commencé et ça évolue tout doucement et se termine bien. Tout est parfait, juste un petit test et nous sommes bien partants. Tout comme lui, tous les candidats au départ de Lomé sont soumis au test 72 heures avant le vol. Les prélèvements sont acheminés vers ce laboratoire dit de niveau 2. Il est essentiellement composé de 3 entités. Une première que vous voyez au fond, qui permet de réceptionner l'échantillon prélevé, de l'inactiver pour rendre inoffensif le virus. Ensuite, cet échantillon est passé dans la deuxième entité qui permet d'extraire le matériel génétique du virus dans le prélèvement, après que le virus a été inactivé dans la première entité. Ensuite, la troisième entité, qui est l'entité où on multiplie la quantité du matériel génétique qui était présent dans l'échantillon initial pour pouvoir le détecter. Il y a des blocs qui sont là pour isoler des personnes qui arrivent déjà suspectes. Là, on les isole là-bas, on réalise le prélèvement qui est testé sur place et si cela se révélait positif, on le fait rentrer dans le système habituel. Ici, des tests PCR peuvent être réalisés au bout de 5 à 7 heures. En moyenne, au bout de 5 à 7 heures de temps, nous avons fini la manipulation d'une série de 1500 ou 1250 prélèvements issus de voyageurs au départ comme à l'arrivée. Il fallait que le Togo se dote des capacités supplémentaires pour tester tout voyageur qui quitte le Togo ou qui arrive au Togo. Et ce, conformément aux recommandations de l'OACI et puis des organisations de transport aérien régional. Donc, le Togo, dans cette optique, s'est doté de ce laboratoire
de niveau de sécurité P2+, c'est-à-dire un peu plus élevé que les laboratoires habituels dans lesquels on fait les examens de biologie médicale ordinaire. Donc ce laboratoire a une capacité de 2500 tests par jour. Notre pays a pris des décisions de ne pas envoyer le virus dans un autre pays, mais aussi de ne pas prendre un virus qui vient d'un autre pays. C'est pour cela qu'il y aura des prélèvements, des tests à faire au départ, mais aussi à l'arrivée. Et pour ce faire, dans de bonnes conditions, pour le bien-être des voyageurs, il y a un aménagement pour que le voyageur soit tranquille pendant qu'on le prélève. L'ancien aérodrome de Lomé, aménagé, dispose aussi d'un couloir de transport des prélèvements en plus de la salle de la quarantaine. Des dispositifs mis en place par le Togo dans le contexte de la réouverture de ses frontières aériennes. On recense plus de 21 millions de cas de contamination liés au Covid-19 dans le monde. La barre de 772 000 décès est franchie. On ne le dira jamais assez. Seul le respect des gestes barrières est salutaire. Et au Togo, à ce jour, samedi 15 août 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1130 et 6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéris est de 837, 31 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 266. Le nombre de décès est de 27. Un nouveau décès depuis hier. Communiqué signé par le professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de la Santé. Et dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires au Togo, vous suivrez juste après le journal un dossier consacré à la réduction du délai de traitement de la demande de la TVA. Fin de cette édition, coucou spécial à celles et ceux qui donnent de leur temps pour sauver les malades du Covid-19. Prenez soin de vous, croyez au meilleur et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.